d'entre eux n'osera vendre le produit en deçà du prix qui sera fixé. Dans la zone des Niayes, ces producteurs se disent plongés dans un profond désarroi. Ils tirent la sonnette d'alarme pour éviter d'importantes pertes post-récolte. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Autre sous-secteur de l'agriculture, à Mbour, les pêcheurs qui utilisent les filets à monofilament ont fustigé la posture du ministre de la Pêche hier à l'Assemblée nationale sur ces filets qui, selon elle, dégradent l'environnement marin. Il rejette ces accusations, tout comme l'interdiction du monofilament, et invite le ministre Dr Fatou Diouf à descendre sur le terrain. Leur porte-parole, Biran Sen, est interrogé par Ndeye Matidian. Ils parlent tous de monofilament sans savoir ce qu'il en est réellement. Ceux qui disent que ces fils de pêche dégradent l'environnement marin et exterminent les poissons sont dans des délires absurdes. Les pêcheurs sont dans tous leurs états depuis la prise de parole du ministre à l'Assemblée nationale. Nous l'attendons de pied ferme, qu'elle vienne nous annoncer l'interdiction du monofilament. Nous ne les avons pas élus pour qu'ils nous imposent des décisions. Il est évident que le ministre ne maîtrise pas tout ce qu'elle dit. Elle doit descendre sur le terrain et prendre en considération nos avis, nous les pêcheurs. Les députés du département de Mbour, nous les avons portés à l'Assemblée nationale afin qu'ils nous défendent. Hélas, on ne les entend pas. Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, les centrales syndicales pas du tout satisfaites sur l'avancée des travaux d'élaboration du nouveau pacte de stabilité sociale. Selon Modi Guiro, les résultats jusqu'ici sont loin de leurs attentes, les engagements du gouvernement très peu consistants. Un extrait du point de presse qui se tient actuellement à la CNTS, propos recueillis par Nafissatou Sila. Le Front estime que les résultats issus de ces travaux sont loin de ses attentes, eu égard aux problématiques posées par les travailleurs et les organisations syndicales dans la perspective d'une dynamique partenariale porteuse de progrès et de justice sociale. Les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants pour répondre aux attentes du monde du travail. À l'analyse de ces engagements ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir les gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Et naturellement, l'on s'interroge sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans a priori, résoudre les revendications prioritaires inscrites dans les plateformes minimales. Cette méthode accélérée, qui n'assure pas encore un esprit partenarial que notre front souhaite entretenir avec le gouvernement, nous oblige à la réserve et à la prudence, car les défis des syndicats et autres travailleurs sont si importants qu'il faille avancer dans la transparence et la recherche de consensus dans les approches, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. RFM. L'actualité internationale. À 12h21 l'actualité internationale avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, on commence avec le Burkina Faso où le gouvernement dénonce les propos du chef de l'US Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Le général américain Michael Langley avait déclaré que les revenus issus des ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains fonds provenant de la coopération avec la Chine ne profitent pas à la population mais servent plutôt à renforcer la protection du régime en place, des propos qualifiés de mensongers par le gouvernement. Le gouvernement burkinabé a catégoriquement démenti les affirmations du général américain tenues le 3 avril dernier. C'était lors d'une audition devant la commission sénatoriale des forces armées aux États-Unis. Le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'US Africom, aurait laissé entendre que les revenus issus des ressources minières du Burkina Faso, tout comme certains fonds provenant de la coopération avec la Chine, ne profiteraient pas à la population. Ces revenus serviraient plutôt à renforcer la protection du régime en place. Des allégations que le gouvernement burkinabé rejette avec fermeté en mettant en avant les réformes engagées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré. Le gouvernement a initié des actions structurantes dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères du Burkina. Les autorités de Ouagadougou expliquent que le gouvernement a initié des actions structurantes dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'eau, les
infrastructures, l'éducation et la santé afin d'assurer une redistribution équitable des ressources au bénéfice des populations, souligne le communiqué relayé par APA News. Les autorités burkinabées précisent également que l'ensemble des recettes issues de l'exploitation minière est désormais reversé dans les caisses de l'État et géré de manière rigoureuse et transparente. Cette réaction officielle intervient dans un climat diplomatique marqué par un refroidissement des relations entre Ouaga et ses partenaires occidentaux. Le Burkina, qui a suspendu plusieurs accords de coopération militaire, notamment avec la France, s'est récemment tourné vers de nouveaux alliés comme la Russie et la Chine dans le cadre de sa quête de souveraineté. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique met en garde le RHDP. C'est à la suite du retrait du PDCI et du PPACI de la commission électorale indépendante. Dans une déclaration lue par Simone Eyivé Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire et initiatrice de cette coalition qui réunit plus de 20 partis, la CAP a invité le RHDP à tirer toutes les conséquences de ce qui s'annonce comme une crise préélectorale. Le PDCI-RDA, un membre important de la coalition pour l'alternance pacifique CAP Côte d'Ivoire, ainsi que le PPACI ont annoncé la suspension de leur participation à la commission électorale indépendante. La CAP Côte d'Ivoire salue et apporte son soutien total à cette décision qui sont une conséquence directe de l'indifférence du gouvernement aux différents appels à l'ouverture d'un dialogue politique. Le refus de la CEI de corriger la multitude d'anomalies tout simplement scandaleuses mises à nu lors de l'analyse de la liste électorale provisoire par les différentes équipes d'experts des partis et groupements politiques de l'opposition, achève de discréditer cet organe censé organiser des élections transparentes et crédibles. La CAP Côte d'Ivoire réaffirme l'incontournable nécessité de réformer en profondeur la CEI et même de créer un nouvel organe en charge des élections, d'auditer la liste électorale, d'organiser une révision de la liste électorale en 2025. La CAP Côte d'Ivoire invite le régime RHDP à tirer toutes les conséquences de ce qui s'annonce comme une crise préélectorale afin de saisir la main du dialogue que lui tend l'opposition. Simone Eyivé Gbagbo, micro de Gobia Iyabi, toujours en Côte d'Ivoire. Le PDCI tient ce mercredi une convention. C'est pour désigner Tidiane Thiam candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain. Près de 6 000 militants du PDCI sont appelés à voter. Tidiane Thiam n'a pas battu campagne pour cette primaire qui se tient dans un contexte complexe pour lui, avec notamment une action judiciaire remettant en question sa légitimité à la tête du parti, voire son statut civique en vue de la présidentielle. Au Tchad, le cadre national de concertation politique est dissous. Décision prise hier par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Fatou. Mise en place le 3 mars 2023, près de 2 ans après la mort du maréchal Idriss Déby Itno, remplacé par son fils, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le cadre national de concertation politique est dissous par décret présidentiel ce 15 avril 2025. Selon les autorités, ce cadre a été créé pour accompagner la transition politique au Tchad. La fin de la transition marquée par l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales a conditionné la dissolution du CNCP, a indiqué une source au ministère de l'administration du territoire, organe de tutelle de ce cadre. Le 19 mars 2025, le Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad a appelé à la dissolution de cet organe. Pour ce parti, la dissolution de ce cadre serait une opportunité donnée à la classe politique pour répartir sur des bases nouvelles et renouvelées, permettant de mettre fin à une instance devenue obsolète. La dissolution de ces structures suivie de la création d'un nouveau cadre plus dynamique pourrait revitaliser le paysage politique et encourager un véritable dialogue entre les diverses factions politiques, avait indiqué le président du Monada, Mahamat Saleh Ben Malaha.
Et pour terminer, la Grande-Bretagne avec cette décision de la Cour suprême sur la définition légale d'une femme. Selon la juridiction, elle repose sur le sexe biologique et non le genre. Les magistrats ont jugé que la décision unanime de cette Cour est que les termes femme et sexe dans la loi sur l'égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et un sexe biologique. Merci, Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons des principales mesures issues du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2025-2026, présidé hier par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous serons avec le docteur Massata Niang, expert agricole, et Nazir Oussal, président du CNCR. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Ligue des champions, le Real Madrid vise l'exploit face à Arsenal. Battu 3-0 la semaine dernière en quart de finale aller, les champions d'Europe en titre veulent réaliser l'exploit en battant sur un score plus lourd et en ne prenant pas de but l'équipe d'Arsenal. Un match prévu à 19h qui s'annonce difficile pour les Madrilènes. Lamine Conté, consultant coach à la télévision Futur Média, analyse comment le Real doit jouer, mais également nous décrypte comment Arsenal doit positionner ses 11 pour ne pas prendre de but. Le Real, c'est l'équipe aux grandes surprises. Rien n'est impossible au Real. Par contre, cette fois-ci, je pense que les chances ne sont pas énormes, pour ne pas dire infimes. Les chances sont infimes. Il y a dans le Real des particularités. C'est une attaque avec la possibilité de scorer de la façon la plus improbable. Il y a chez Arsenal une défense qui ne prend pas beaucoup de buts. Donc, ce ne sera pas facile. Moi, je vois le Real capable de mettre des buts, mais également capable d'encaisser. Ils ont quand même manifesté certaines faiblesses en défense. Et aujourd'hui, après un score de 3-0, si vous prenez un but, ça diminue vos chances. Mais le Real nous a habitués à des retournements de situation qui font qu'on ne les enterre jamais avant de les avoir tués. Comment Arsenal doit-il jouer aujourd'hui pour défendre ses résultats? Ils doivent être attentifs, ils doivent attaquer. Déjà, ils doivent gagner en sérénité, ne pas considérer le score de 3-0. Parce que ça reste dans la tête des joueurs. Mais Arsenal doit jouer son jeu avec ses certitudes et empêcher au Real de développer. Que s'il laisse le Real développer et prendre conscience qu'ils sont capables de marquer dans un temps fort plusieurs buts, ça peut leur faire mal. Donc si j'étais Arteta, je continue sur mes certitudes, des possibilités de percer le Real, d'empêcher au Real, qui est faible au milieu, de jouer. Parce que tout le problème du Real aujourd'hui, ils ont retrouvé une certaine stabilité défensive. Je suis Arteta, j'impose un jeu dense au milieu de terrain, je profite des brèches qui ne manqueront pas de s'ouvrir pour porter le stockade sur le Real. Venons-en maintenant à la Coupe d'Afrique des U17. Le Maroc défiera le Mali en finale. C'est l'affiche de la finale donc qui est sortie des demi-finales qui se sont jouées hier. Sodetiam nous résume tout cela. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire n'a pas pu rééditer l'exploit réalisé en 2013. Cette fois-ci, les Lionceaux de l'Atlas ont tenu bon jusqu'à éliminer les Éléphanteaux après l'épreuve fatidique de tir au but 4-3. Une fierté pour le sélectionneur du Maroc, Nabil Baha. J'avais pour objectif d'arriver à cette finale depuis que j'ai pris cette équipe parce que je suis conscient de la qualité de mes joueurs. Je savais que ça allait être très difficile parce qu'il y a de très bons joueurs en Afrique, mais j'ai toujours cru en mon groupe. La Côte d'Ivoire a perdu, mais il n'a rien à reprocher à ses joueurs. Bassiriki Diabaté encourage ses joueurs. Bravo aux 22 acteurs. Nous avons vu deux très belles équipes. Un match digne d'une finale, tout en gardant l'esprit fair play. Il n'y a pas eu de vilain geste. Ça s'est joué dans un cadre assez convivial, sérieux, malgré l'enjeu. Le fait de cette rencontre d'hier, c'est quand Ziad Baha, le fils de l'entraîneur, s'apprêtait à tirer. Son père, le sélectionneur, nous explique ce moment. Le fait de ne pas regarder, c'est parce que j'avais beaucoup de pression. Je voulais vraiment pas qu'il loupe, mais lui, c'est spécial, c'est mon petit. Donc j'avais vraiment envie qu'il marque. Il a marqué, il a pris sa responsabilité encore une fois de plus. Je le félicite. Ainsi, le Maroc va enchaîner une deuxième finale consécutive dans cette compétition. Les Lionceaux de l'Atlas vont affronter en finale les Aiglons du Mali qui ont éliminé les étalons cadets. Soda Thiam, Casablanca, Maroc, Radio Futur Média. Basket, on joue la Coupe du Maire chez les dames. 17h, Débaloc face à Asfo. À partir de 14h, 4 rencontres vont avoir lieu. Ce sera chez les hommes. Le programme sera dévoilé dans l'édition de 13h. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. La pandémie Covid continue de frapper au cœur du monde des DAGE, DG et autres entrepreneurs et fournisseurs. La traque de ces Covidés se poursuit. Une belle brochette de mise en cause dans les filets de la division des investigations criminelles en garde à vue depuis hier. L'Obs qui donne l'information constate que si au cadre du ministère de la Santé vient de rejoindre les autres artistes Baba Amdi, Tange Tanya ou encore le DAGE Mamadou Ngom et le reste du groupe des 13. Leur déferment est prévu aujourd'hui au parquet. Le juge du 5e cabinet devrait hériter normalement du dossier. Mon confrère note que tous sont prêts à acheter leur liberté, gagés pour ne pas aller en prison. Mais l'observateur écrit que les enquêteurs ne cherchent pas seulement le remboursement, mais veulent établir surtout les chaînes de décision, de responsabilité, les traces écrites. Sur ça parle alors d'un certain nombre d'arrestations entre garde à vue et retour de parquet. Les policiers ont le cœur à l'ouvrage et ils se démènent. Libération note que le procureur de la République a émis en tout 25 ordres d'arrestation. Le journal Les Échos note que de nouvelles arrestations sont d'ailleurs en téléchargement. Une quinzaine de personnes en danger, ce qui fait dire au journal Le Quotidien que la justice traque les variants, les cas suspects en attente de la Haute Cour de justice. Attendu dans les prochaines heures devant la Haute Cour de justice, Diouf Sarr. Le journal note que le régime prépare à l'Assemblée nationale une mise en accusation de l'ex-président Macky Sall aussi. Réumi note que le régime se demande comment, le confrère se demande toutefois comment le régime actuel cherche à coller à Macky Sall un procès. Le journal s'interroge sur la façon dont la Haute Cour de justice pourrait déterminer sa culpabilité. Le confrère pointe des obstacles juridiques à l'extradition du président Macky Sall. Le journal Sud a donné la parole à Omar Sow, prof de droit constitutionnel à l'UCAD. Il s'est prononcé sur la notion de haute trahison. C'est parce que la notion est floue, sa définition est incertaine. Raison pour laquelle beaucoup pensent que poursuivre l'ex-président serait difficile, voire impossible. Pour le professeur Sow, l'absence de définition n'est pas un obstacle. Le confrère est revenu tout de même sur la notion de haute trahison. Le confrère relève que la haute trahison n'est pas en vérité une infraction du code pénal. C'est une notion purement constitutionnelle dont la définition relève exclusivement du texte fondamental. Ni les législateurs, ni la loi organique ne peuvent en fixer le contenu. Et définir rigoureusement la haute trahison est loin d'être aisé. La définition est erratique, c'est une infraction politique. Le journal rappelle que c'est cette infraction-là que Senghor avait utilisée pour liquider en son temps Mamadou Dia dans un procès au relent politique. Takualu se dresse en tout cas contre le projet de PASTEF. Aïssata Tall Sall dans le journal L'Info pointe une grande forfaiture destinée à salir l'image de l'ancien président de la République du Sénégal. L'Obs est revenu sur les possibilités et les limites de ce projet. L'ancien parlementaire Théodore Monteil avertit dans le journal L'Obs, si la loi est respectée, eh bien la résolution de mise en accusation ne va pas prospérer parce que purement dictée par la politique. Commentaire de Babadian dans le journal Le Quotidien. La lecture des choses rappelle et fort malheureusement la manière dont chez nous le parti PASTEF a fait de la haine un instrument politique. Le leader de cet avatar du populisme, conformément à sa vision manichéenne et étriquée du monde, a toujours présenté ses adversaires comme de la vermine. Il a vendu de la haine à ses inconditionnels. L'inimitié avec ces gens-là est devenue une valeur. Elle est célébrée. L'ennemi est celui qui s'oppose à la moraline sociale et dominante. Le commentateur de poursuivre que le lien social commence à devenir celui de l'inimitié. Notre pays devient donc progressivement, pour reprendre Amir Malouf de l'Académie française, une jungle de haine où tout le monde se sent victime et voit autour de lui des prédateurs. Les nantis, accusés de tous les maux de Nubu, sont les prédateurs qui, avec la complicité de l'élite corrompue, sucent le sang de la populace, regrette encore le commentateur. Des nouvelles du chroniqueur Abdounger, toujours entre les mains des policiers. Tribune informe qu'il va être déféré aujourd'hui pour diffusion de fausses nouvelles. Le journal se demande pourquoi Nguer est toujours dans les liens de la garde à vue alors que l'auteur de la publication incriminé a été identifié et même arrêté. Et puis sport pour boucler, Ligue des Champions, le PSG et le Barça filent en demi-finale après des matchs difficiles. Réumi Quotidien note que les deux équipes se sont qualifiées dans la douleur. À suivre aujourd'hui l'Inter et le Bayern, le Real et Arsenal. À l'aller, le Real a été battu 3-0. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier un conseil interministériel préparatoire à la campagne agricole 2025-2026. Nous débattons des principales mesures issues de cette rencontre avec nos deux intervenants du jour qui sont en ligne et en direct avec nous. Docteur Massatagnan, bonjour. Bonjour, monsieur Suleiman. Vous êtes expert agricole et dans une autre vie, vous avez été conseiller technique au ministère de l'Agriculture et responsable du comité de pilotage d'un grand programme agricole ouest-africain. Nazirou Sall, vous êtes le président du CNCR. Bonjour. Bonjour. Nazirou Sall, je commence avec vous parce que vous avez pris part à ce conseil interministériel sur la campagne agricole 2025-2026 et à votre titre de président du CNCR. D'abord, globalement, quel regard portez-vous sur les mesures, les décisions qui ont été prises hier à l'issue de cette rencontre et quelles sont les mesures phares que vous retenez de cette rencontre? Merci, bonjour, je suis oui. Bon, j'ai participé au conseil interministériel au nom du conseil d'administration du CNCR. Bon, globalement, nous avons une appréciation positive quand même des différentes mesures prises. Nous avons participé en premier lieu sur la préparation de ce conseil interministériel qui a été présidé par le secrétaire général du gouvernement et le ministre de l'Agriculture et en deuxième lieu à ce conseil interministériel qui s'est tenu globalement. Sur les différentes mesures, effectivement, nous avons toujours eu à apporter la position du CNCR et ses propositions pour qu'on puisse arriver à ce qui est cherché comme finalité, la souveraineté alimentaire de notre pays. Bon, les mesures phares, par contre, qui a retenu notre attention, vont dans 2-3 éléments importants. La première chose, c'est sur la vision. La vision, le Premier ministre dit qu'il voudrait préciser, effectivement, quelle devrait être la boussole. Sa boussole, c'est de dire qu'il faut substituer les importations alimentaires par rapport à une production forte au niveau de ce pays. De ça, nous pensons pas, effectivement, nous avons eu une bonne compréhension de cette vision, parce que le CNCR, en tant que mouvement social paysan, depuis 1996, a défendu au Sénégal, effectivement, pour se libérer, il faut qu'on ait notre autonomie alimentaire, notre indépendance alimentaire. C'est sur ça la souveraineté alimentaire et cette compréhension que nous avons eue de cette vision. Les deux autres éléments qui nous ont semblé être importants, un élément qui est lié à la question du financement de l'agriculture. Il ne s'agit seulement pas de prendre des mesures, mais de voir quelles sont les modalités. Sur les modalités, nous avons toujours défendu que l'agriculture essentiellement sénégalaise est basée sur l'agriculture familiale sénégalaise. Et qu'aujourd'hui, nos banques, globalement, ont des outils qui ne permettent pas de financer très rapidement, effectivement, ce qu'on appelle cette agriculture. Et nous avons toujours demandé qu'il y ait une réflexion pour que le secteur agricole soit plus attrayant à ce secteur banquier. Et là, ça a été accepté, effectivement. C'est quelque chose qui fait partie des mesures. Une journée de réflexion va être organisée entre les différents acteurs. Ici, ce que nous avons demandé de plus, qu'il faut avoir, effectivement, c'est qu'on voudrait participer à cette réflexion pour mettre... Le Premier ministre a annoncé une rencontre avec les banques, la BCEAO et d'autres acteurs. Voilà, cette mesure, pour nous, c'est une mesure phare. Parce qu'elle règle quoi? Elle règle les modalités, comment arriver à accompagner ce processus pour arriver à la finalité de ce qui est cherché. On ne produira pas, on n'aurait pas une bonne production s'il n'y a pas de financement adapté à la transformation de l'agriculture familiale sénégalaise. C'est pourquoi nous pensons que c'est une mesure de phare. La deuxième mesure, ça a été la question des semences. On produit parce qu'on a des semences. Nous voudrions maîtriser toutes nos semences. Effectivement, sur la base de ça, ce qui a été nouveau pour nous, c'est de dire, écoutez, l'État dit que nous sommes prêts l'ISRA particulièrement est prêt à travailler avec des privés. Et je pense dire que l'agriculture, les exploitations familiales sénégalaises, c'est les acteurs privés en premier lieu qui pourront produire avec l'ISRA, effectivement, dans les stations de l'ISRA, effectivement, des bases qui permettent rapidement à arriver à juguler ce déficit de maîtrise de semences certifiées au niveau de notre pays. Le troisième élément, comme mesure phare, qui nous a retenu, c'est d'arriver à des filières fortes qui lie la production à la commercialisation. L'exemple ici, c'est sur le plan horticole aujourd'hui, on a une bonne production, particulièrement, que ce soit sur l'oignon, la pomme de terre, les choux, tout ce qui est maraîcher. Mais le problème qui est arrivé au Sénégal, c'est le prix. La production est fortement liée au prix, c'est-à-dire le juste prix pour le producteur.
Et ici, créer les conditions qu'on puisse lier cette chaîne de valeur de la production à la commercialisation nous semble être important. Et sur ça, effectivement, le Premier ministre, dans sa déclaration, a parlé d'arbitrage budgétaire, en disant que si on ne règle pas la question agricole, au Sénégal, on ne règle rien en premier lieu. Donc, dans ces instructions, il demande effectivement de mettre en priorité. Voilà, toutes les mesures sont bonnes, mais voilà, c'était les mesures phares, effectivement. Et sur ce dernier point, il a dit effectivement que en cas d'arbitrage, l'agriculture passera toujours comme première priorité. On reviendra à vous tout à l'heure, Nazirou Sall, et merci pour ces propos liminaires. Docteur Massata Niang, peut-être d'abord sur la vision. Une agriculture pour substituer les importations de produits agricoles, c'est pas nouveau comme vision. C'est la faisabilité qui pose problème, notamment sur certaines spéculations. Le blé, par exemple, des centaines de milliers de tonnes, pas loin de 1 million de tonnes d'ailleurs. Comment remplacer toutes ces céréales que nous consommons beaucoup, le riz, le blé, le maïs, et dont la production, pour l'instant, n'est pas à niveau pour se substituer complètement aux importations? Merci beaucoup, M. Suleiman. Tout comme mon prédécesseur, vraiment... Nazirou Sall, oui. Nazirou, oui, on se connaît très bien. D'ailleurs, au passage, je le salue. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais quand même, nous nous connaissons très bien. Je suis d'avis comme lui que les mesures qui ont été prises hier, c'est des mesures pertinentes. Maintenant, pour la substitution des céréales dont vous avez parlé tout à l'heure, je crois qu'il faudrait d'abord promouvoir la production à une hauteur suffisante avant de procéder à, par exemple, à la substitution proprement dite. Mais je crois que ça, l'État du Sénégal est en bonne voie parce que si mes souvenirs sont exacts, des essais de culture de blé avaient été menés depuis longtemps au niveau de la vallée du Sénégal. Et ces essais ont été concluants. Il s'agit maintenant, je crois, de faire avancer ces essais et d'augmenter la production. Et maintenant, d'arriver au point où, moi que j'ai toujours dit, j'ai dit que nous ne pouvons pas développer notre agriculture si nous ne transformons pas sur place la production de cette agriculture. Mais produire pour exporter, cela ne développera jamais notre agriculture et cela ne réglera jamais nos problèmes alimentaires. Quand je me souviens, je fus directeur régional du développement rural de Diourbel. Et à l'époque, quand j'ai développé cela, j'ai dit que, mais moi, je verrais bien, par exemple, s'installer à Ndindi, qui est un arrondissement du département de Diourbel, une unité de production des produits issus du mil soura, par exemple. Et par la même occasion, je disais que je serais un jour très ravi de retrouver l'huile de raffinage de Téléfoul. Téléfoul, ceux qui connaissent la région de Diourbel le connaissent bien, dans les grands rayons. Parce qu'à Téléfoul, c'était un centre de trituration artisanale très développé, mais malheureusement qui restait toujours à cet état. Alors qu'à l'époque, moi, je disais que voilà, ce que l'État devrait faire, c'est aller vers les endroits où des intentions se sont manifestées, maintenant appuyer les populations dans ces manifestations et arriver à moderniser l'activité, par exemple, qui est l'activité en question. De ce point de vue-là, vous êtes d'accord avec la décision du gouvernement ou de l'État cette année de bloquer les exportations de la production d'arachide en attendant que la valorisation la plus maximale possible soit faite localement? Ah oui, ça vraiment, je suis tout à fait d'accord avec eux. Je ne vois pas
qu'on exporte des graines alors que nous, le besoin national n'est pas encore satisfait. L'analyse que les gens font actuellement pour ce qui concerne l'arachide, c'est peut-être au niveau de l'huilerie. Mais en dehors de l'huilerie, l'arachide a un rôle traditionnel et social dans nos populations rurales. Donc, en plus des besoins de l'industrie, il y a les besoins, ces besoins-là dont je viens de parler. Maintenant, avant de procéder à l'exportation de notre production, moi je pense qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à régler nos besoins nationaux. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de mesures. Je voudrais, Nazir Oussal, qu'on s'arrête sur le financement que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est l'augmentation du budget de la subvention de l'État à la campagne agricole. 130 milliards de francs CFA pour cette campagne à venir, contre 120 milliards la campagne passée et 100 milliards à peu près les campagnes précédentes. On peut entrer dans les détails, 63 milliards pour les engrais, donc 4 milliards pour les engrais organiques, 42 milliards pour les semences. Il y a aussi la protection des cultures pour 2,8 milliards, 12 milliards pour la mécanisation et la subvention des aires de services agricoles, 2 milliards pour le soutien aux acteurs de la filière coton, 1,5 milliard le suivi, évaluation, les statistiques et la recherche, 4,5 milliards l'appui conseil, l'assurance agricole, l'adaptation au changement climatique et l'appui aux filières, et 2 milliards appui pour la mise en place des CAC, des coopératives agricoles communautaires pour les semences. Que pensez-vous de cette répartition de la subvention? Est-ce que pour vous c'est équitable? Est-ce que ça prend en compte vos préoccupations, notamment en faveur de l'agriculture familiale? C'est que si on est intéressé sur la question du financement, c'est lié à quoi on devrait adapter les outils de financement des banques par rapport à l'exploitation familiale sénégalaise. Et moi je considère que les 130 milliards qu'on est en train de parler, je pense qu'il y a une confusion entre le budget des 130 milliards pour la campagne agricole et le financement de l'agriculture d'une manière générale. Si on est dans le financement de l'agriculture d'une manière générale, pour moi, 130 milliards, ça ne suffit pas. Il faut parler des milliards. C'est quoi le budget du Sénégal? Si on applique seulement la disposition qui a été prise, que ce soit à Maputo, Malabo et Kampala, on demande 10%. Si tu prends le budget du sucre, mathématiquement tu calcules 10%, tu ne vas pas rester sur 130 milliards. Bien que nous reconnaissons les efforts fournis en termes d'évolution. La question que nous posons très simplement et avec des études très simples, c'est qu'aujourd'hui, en 96-97, on a eu un outil de financement de la campagne agricole au niveau de la LBA, où l'État sénégalais a subventionné effectivement 5% de taux de bonification sur les 12,7%. Où le producteur paye 7,5%. Ce que nous avons mis en place aujourd'hui, c'est de demander de changer la stratégie. Que l'État reprenne les 7,5%, que le producteur paye 5%. Qu'on arrive à une assurance agricole plus élargie, avec une bonification de 70% au moins. Mais qu'on mette des conditions de transparence, effectivement, en termes d'éligibilité. Si on devrait faire ces subventions, ça va à qui et pour qui? Je pense financer l'agriculture familiale sénégalaise, c'est d'aller dans ce sens. Sur ce plan, voilà. J'apprécie le budget, l'augmentation du budget de 10 milliards. J'apprécie la répartition des chiffres, effectivement, des 130 milliards. Mais le vrai débat fondamental, ce qui est cherché, c'est notre souveraineté. Et la souveraineté a un prix. C'est des sacrifices partout. En premier lieu, sur le budget. En quoi on ferait pour qu'il y ait une forte mobilisation dans les 5 ans à venir par les banques et tous les systèmes de financement qui appuient cette vision de la substitution des importations par rapport à notre production. Parce que la question de la faiblesse de la productivité, elle est là devant nous. Et elle ne serait réservée que s'il y a abondance des financements. C'est dans ce sens que moi j'aborde la question du financement. En tout temps, donnant une appréciation positive, effectivement, de l'évolution des 130 milliards, de 220 à 130 milliards. Merci beaucoup, Nazir Oussal. On poursuivra ce débat en Wolof avec vous tout à l'heure. Dernière question pour vous, en 1 minute, s'il vous plaît, docteur Massata Niang.
sur les coopératives agricoles communautaires, en relation d'ailleurs avec l'agriculture familiale qu'évoquait tout à l'heure Nazir Roussal. Je rappelle que c'est des petites superficies entre 1 hectare et 5 hectares tout au plus. Est-ce que ces CAC ne viennent pas concurrencer justement cette agriculture familiale? Comment articuler les deux d'après vous, très brièvement? Non, au contraire, je pense que c'est des entités qui devraient être complémentaires. Parce qu'au niveau de ces coopératives, on maîtrise davantage les facteurs de production que dans l'agriculture familiale où parfois on subit les aléas du climat. Prenons par exemple le cas des productions de semences. Les productions de semences, par exemple, au niveau de ces coopératives agricoles, sont plus maîtrisées, sont plus cernées, sont plus sécurisées et pourraient normalement à terme être des entités qui pourraient servir des semences à l'agriculture familiale, à l'agriculture familiale. Donc, moi, je pense que ces deux entités, et vice-versa aussi, normalement, on devrait aller à un niveau où les productions familiales, issues des exploitations familiales, devaient pouvoir être écoulées au niveau de ces coopératives qui, à leur tour, peut-être, pourraient trouver d'autres voies pour... comme cela se fait dans certains pays, dans certains pays européens, c'est comme ça. Les producteurs, ils vendent aux coopératives et les coopératives, maintenant, assurent le reste. Donc, merci. Vraiment, c'est deux entités complémentaires. À mon sens. On s'arrêtera sur ce mot qui est très important. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans la version Wolof de ce débat tout à l'heure. Merci beaucoup. À 12h54, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, à vous la présenter. Barthélémy Ngom et Anna Rocha à la réalisation, à la mise en onde, Abdoulaye Diop, à la production, Alioune Ba. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. RFM Radio Futur